Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique portant sur différents projets de règlement visant à permettre un usage industriel sur une partie du territoire de McMasterville. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter les gens qui m'accompagnent. Donc, à ma droite, Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est urbaniste et directrice du développement durable à la ville de McMasterville. À ma gauche, M. Sébastien Gagnon, qui est directeur général. Également, on est accompagné par Maître Poupard, qui est notre avocat conseil, qui pourra nous supporter là, dans les réponses à apporter aux différentes questions. D'ailleurs, à cet effet, je vous invite à être attentif aux différentes présentations qui seront faites et à prendre en note vos questions, puisqu'une période de questions suivra la présentation des différents règlements. Alors, sans plus tarder, je laisserai la parole à Mme Tremblay qui va nous faire la présentation des différents projets de règlement. Merci beaucoup, M. Dulac. Donc, au niveau du contenu de la présentation, on va parler du contexte de la démarche de la modification des règlements. On va parler de l'échéancier d'adoption. On va vous présenter les projets de règlement. On va avoir une période de questions et de commentaires à la fin, puis on aura un mot de clôture après la période de questions. Au cours de la présentation, comme j'ai mentionné, on va traiter des projets de règlement. On va en parler un à la suite de l'autre. Il y en a 5 qui sont à l'ordre du jour. Pour chacun des projets de règlement, on va aborder les éléments suivants, donc la situation actuelle de la réglementation et les objectifs et contenus des projets de règlement. Dans le cas du règlement de zonage, on va aussi énoncer quelles sont les dispositions qui vont pouvoir faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire, qui sont les personnes intéressées qui vont pouvoir déposer une demande, et on va expliquer un peu comment fonctionne le processus. Donc, les 5 projets de règlement qui sont à l'ordre du jour, on a le projet de règlement 388-11-2024 qui modifie le plan d'urbanisme afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare de McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre la fonction industrielle et d'agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et d'effectuer divers ajustements au règlement des objectifs et contenus du projet de règlement. On a aussi le premier projet de règlement 382-33-2024 qui modifie le règlement de zonage numéro 382-00-2008 afin de créer la zone IND1 à même les zones CONS 4 à CONS 7, P3, R33 à R40 et MXT6, agrandir la zone CONS 5 à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40, prévoir des normes relatives à la zone IND1, modifier les diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. On a le projet de règlement 381-13-2024 qui modifie le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'abroger les dispositions qui portent sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. On a le projet de règlement 383-11-2024 qui modifie le règlement de lotissement afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. On a le projet de règlement 441-01-2024 qui modifie le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et MXT6 et ajouter la zone IND1 au territoire assujetti. Donc, au niveau du contexte de la démarche, comme plusieurs s'en rappellent probablement, en septembre 2023, il y a eu l'annonce des gouvernements fédéral et provincial relative à l'arrivée de Nordvolt sur les territoires de McMasterville et Saint-Basile. En octobre 2023, le conseil municipal de McMasterville a adopté une résolution pour demander à la MRC de la vallée du Richelieu de modifier son schéma afin d'agrandir l'affectation industrielle qui était déjà présente à Saint-Basile pour englober l'ensemble du terrain de Nordvolt du côté de McMasterville. En mars 2024, on a reçu une demande de modification de la réglementation d'urbanisme de la part de Nordvolt. En mai 2024, la MRC de la vallée du Richelieu a adopté un projet de modification de son schéma. En août 2024, la MRC, encore une fois, a adopté son règlement de modification du schéma. La modification du schéma, elle n'est pas encore en vigueur.
Elle doit d'abord recevoir l'approbation du ministère des Affaires, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère a 60 jours pour se prononcer suite à la réception de la copie du règlement. Donc, la modification du schéma était nécessaire parce que l'affectation du territoire du côté de McMasterville était multifonctionnelle. Ça ne permettait pas un usage industriel. La modification du schéma d'aménagement a notamment autorisé l'affectation industrielle sur une partie du territoire de McMasterville. Elle priorise l'accès à la route 116 pour le camionnage. Elle exige l'aménagement des espaces libres après chaque phase de développement. Et elle introduit des dispositions pour assurer une intégration harmonieuse du projet industriel au niveau de la planification d'ensemble, du transport, de la mobilité, de l'environnement, du paysage, de la culture et du patrimoine. Suite à l'entrée en vigueur de la modification du schéma, la municipalité, la ville de McMasterville, aura un délai maximal de 6 mois pour rendre sa réglementation conforme aux modifications qui ont été apportées au schéma. La Ville a donc travaillé parallèlement à toutes ces procédures-là pour réaliser ses projets de règlement modificateurs pour se rendre conforme au schéma. Donc, les projets de règlement qui vont être présentés ce soir, ils visent principalement à autoriser une fonction industrielle sur une partie du territoire de McMasterville dans le but d'effectuer la concordance au schéma de la MRC. Toutefois, il y a d'autres éléments qui ont été inclus pour mettre la base de normes qui permettront d'intégrer le projet industriel harmonieusement au territoire municipal. Puis, on a aussi ajusté certaines normes qui portent sur l'ensemble du territoire. Je vais en parler plus loin. Au niveau de l'échéancier d'adoption, on a adopté, le conseil municipal a adopté les projets de règlement le 19 août dernier. On a publié un avis qui annonçait l'Assemblée de ce soir. Donc, on se retrouve ici ce soir pour l'Assemblée publique. C'est prévu que le conseil municipal adopte un second projet de règlement pour la modification au zonage au courant de la semaine prochaine. C'est aussi prévu qu'il y ait la procédure d'approbation référendaire pour le règlement qui modifie le zonage. Ça va être en fonction de l'avis public qui va être publié suite à l'adoption du second projet de règlement. Ensuite, il y aura l'adoption des règlements avec des ajustements si nécessaire, sauf pour le règlement qui modifie le zonage qui va être adopté sans changement. Ça, c'est prévu le 23 septembre 2024. On a mis un petit astérix parce que tout ça, c'est conditionnel à l'entrée en vigueur de la modification du schéma de la MRC. Si la modification du schéma de la MRC n'est pas entrée en vigueur avant le 23 septembre 2024, on va reporter légèrement l'adoption des règlements pour attendre l'entrée en vigueur de la modification du schéma. On n'a pas le choix. Suite à l'adoption des règlements, on va analyser, la MRC va analyser nos règlements et va émettre un certificat de conformité si le tout est conforme au schéma, puis le tout va entrer en vigueur. On vise une entrée en vigueur vers la fin octobre 2024 si tout se passe bien. Donc, on entre dans le vif du sujet. Je vais maintenant parler des projets de règlement. Le premier, c'est le règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ce projet de règlement-là, il vise principalement à ajuster le contenu du plan d'urbanisme en vue de la création de la nouvelle affectation industrielle. Il y a d'autres modifications qui sont en lien avec le retrait du PPU de la gare, qui était inclus dans le plan d'urbanisme. Puis, finalement, on a fait quelques petits ajustements divers. Je vais en parler plus loin. Ici, à l'écran, vous voyez le plan des grandes affectations du sol de la municipalité. En tout petit, vous voyez ce qui est en vigueur actuellement, puis en plus grand, la version qui est incluse dans le projet. Donc, on voit que l'aire affectée au PPU de la gare, donc qui était en blanc pâle un peu ici, a été enlevé de la carte qui est proposée dans le projet de règlement parce que le PPU de la gare est abrogé. Le PPU il visait un développement résidentiel, commercial, mixte du secteur sud de la municipalité. Donc, le terrain ici qui a été modifié pour une affectation industrielle au schéma, on voit que son affectation, elle passe, on voit ici un peu, là, c'était résidentiel, haute densité. Ah, on voit pas le pointeur. Je suis désolée. Pointeur. Ça va mieux comme ça, hein? Moi, je le voyais.
Merci de me l'avoir dit. Donc, avec un pointeur, ça va aller mieux. Donc, ce que je disais, c'est ce secteur-ci ici qu'on voit dans le bas, au sud de la municipalité, qui a été mis en affectation industrielle pour faire la concordance au schéma. Ce que je mentionnais précédemment, là, c'est ça ici, là, c'est le secteur qui était visé par le PPU de la gare, qui a été enlevé de la nouvelle carte. Pour le terrain qui appartient à AkzoNobel, qui est adjacent à l'affectation industrielle, on a agrandi l'affectation de conservation. Donc, on voit ici que l'affectation conservation elle avait une forme un peu irrégulière. Donc, on est venu l'agrandir pour se rendre jusqu'à l'affectation industrielle. Dans l'affectation de conservation, on vise à autoriser les fonctions récréatives, la coupe d'arbres à certaines conditions, certains équipements aussi, des poteaux d'Hydro-Québec, ce genre de trucs-là. Donc, conformément au PPU du secteur central qui est entré en vigueur récemment, on a une petite partie du terrain ici, par contre, qui est restée en mix optimal. Donc, ce serait possible qu'il y ait une fonction commerciale qui se développe à cet endroit-là avec l'arrivée d'une industrie sur le territoire. Quant à l'affectation agricole qui est ici, de l'autre côté de la route 116, c'était mentionné à plusieurs endroits dans le plan d'urbanisme actuel que la zone agricole, elle était en attente de développement résidentiel. Le projet de règlement de modification du plan d'urbanisme, il vient enlever toutes ces mentions-là parce que la ville n'a pas l'intention de développer la zone agricole. Donc, voilà, on a enlevé toutes les mentions qui disaient que la zone agricole est en attente de développement. Donc, OK. Ici, on voit une autre carte qui est inclue au plan d'urbanisme. Donc, c'est l'aire optimale et les espaces à développer et à redévelopper. En lien avec ce qui a été mentionné précédemment, on a modifié la carte. On a enlevé, comme j'ai dit tantôt, le périmètre du TOD de la gare, du PPU de la gare, pardon. Il y a aussi le terrain de Nordvolt ici qui était identifié en orange, le développement résidentiel à long terme. On a rapetissé la superficie orange pour laisser juste la petite section qui est entre le ruisseau Bernard et la rue du Purvis Club, puisque, comme je l'ai dit tantôt, le reste va se retrouver en affectation conservation. Donc, ce ne sera plus à développer. Ensuite, ici, il y avait un développement résidentiel qui était prévu. Ça devient un développement industriel. Puis, dans le texte du plan d'urbanisme en lien avec cette carte-là, il y a plusieurs mentions qui sont faites au sujet de l'abrogation du PPU de la gare, comme je l'ai mentionné. Au niveau de la capacité d'accueil estimée de nouveaux logements, ça passe de 1314 à 274 logements estimés comme augmentation de logements sur le territoire. L'Institut de la statistique du Québec estime la projection de l'augmentation du nombre de ménages à 122 ménages de plus sur le territoire entre 2021 et 2041. Par contre, cette estimation-là, elle ne tient pas compte de l'arrivée d'un usage industriel sur le territoire. Donc, ce sera à revoir au cours des prochaines années. Maintenant, on voit la carte des réseaux de transport à l'écran. Relativement au réseau de transport, on a enlevé les voies de circulation qui étaient prévues dans le PPU de la gare, donc les voies de circulation qui étaient prévues ici. On a aussi illustré de manière très schématique, là, ici, la petite flèche pointillée, un accès entre l'affectation industrielle et la 116, puisque ça, c'est primordial. La route 223, le long du Richelieu, elle reprend son tracé existant. Donc, on avait prévu ici un petit pointillé là, dans l'optique de déplacer la 223. Par contre, ben, il y a des milieux naturels qui ont été remarqués là, le long du chemin. Donc, c'est pas vraiment envisageable de déplacer la 223. Finalement, on a corrigé la carte. Il y avait une petite erreur qui s'était glissée.
La rue Bernard-Pilon, mais elle est numérotée, là, c'est la route 229, mais pas entre le boulevard Laurier et le chemin du Richelieu. Donc, on a enlevé ce petit secteur-là, c'est une petite correction. Puis, dans le texte du plan d'urbanisme, on a fait plusieurs corrections mineures. On a corrigé la toponymie du boulevard Yvon-Lheureux Sud, qui était souvent appelé chemin Yvon-Lheureux dans le passé. Donc, maintenant, on a la carte des réseaux d'infrastructures de transport collectif et actif à l'écran. Comme pour la carte précédente, on a enlevé les voies cyclables qui étaient prévues dans ce secteur-là. Par contre, on a laissé une voie cyclable projetée, illustrée vers l'affectation industrielle ici. C'est schématique, là, ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement exactement à cet endroit-là, mais on souhaite qu'il y ait une voie cyclable qui se rende jusqu'au terrain industriel. Le plan d'urbanisme mentionne que c'est primordial de compléter le réseau au Comont-Saint-Hilaire ici, notamment pour desservir l'affectation industrielle. Ça mentionne aussi l'importance de faciliter les déplacements des travailleurs vers McMasterville, plutôt que la situation actuelle qui est vraiment plus axée vers le centre-ville de Montréal ou vers Longueuil, selon les pointes matinales et d'après-midi normales. Sinon, mis à part ça, on a mis à jour le plan des pistes cyclables en fonction des dernières pistes cyclables qui ont été réalisées cet été. Il y en a certaines qui sont presque terminées, qui sont illustrées comme terminées sur le plan. Et puis, on a rajouté les sentiers piétonniers qui sont dans le boisé du Ruisseau-Bernard ou dans le parc Gilles-Plante, par exemple. Dans le plan d'urbanisme, on a fait certaines corrections, mise à jour le CITVR qui est maintenant EXO, ce genre de choses-là qui est juste la mise à jour. Maintenant, le plan des contraintes anthropiques. Auparavant, les terrains contaminés qui nécessitent un suivi environnemental étaient illustrés schématiquement, donc c'était pas très réaliste là, le tracé qui était dans le plan. On a mis des tracés qui ressemblent plus à la réalité, donc pour mieux comprendre ce qu'il y en est. OK. Donc, dernier plan de ce règlement-là. Le plan concept d'aménagement, il a été mis à jour aussi, donc on a ajouté le pôle d'emploi industriel ici. On a aussi ajouté un emplacement approximatif de la tortue molle à épines qui a été constaté sur le territoire. De manière générale, on a aussi mis le réseau cyclable à jour, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça. La carte, elle a été mise à jour au niveau du design, là, mais ça ne change pas rien au niveau de l'application ou quoi que ce soit. On a mis des contours plus réalistes. Avant, c'était comme des formes ovales, un peu flous. Sinon, mis à part de ça, dans le texte du plan d'urbanisme, dans la politique à l'égard des éléments d'intérêt patrimonial et esthétique, on vient mentionner que l'affichage doit s'intégrer dans le paysage et que l'éclairage doit être restreint pour éviter les éblouissements au-delà des limites du terrain. Le projet de règlement il vient intégrer plusieurs éléments au sujet de la politique à l'égard de la fonction industrielle. Donc, il mentionne que la route 116, c'est la vitrine de la ville, qu'on souhaite conserver des percées visuelles vers les collines montérégiennes, donc le Mont-Saint-Hilaire principalement. On veut minimiser les impacts de la fonction industrielle sur la route d'intérêt qui est le chemin du Richelieu. On veut miser sur l'importance de l'affectation-conservation qui est adjacente à l'affectation industrielle pour assurer une meilleure cohabitation avec le secteur central. On veut optimiser l'utilisation de l'espace dans l'affectation industrielle. On veut éviter l'implantation d'équipements qui entraînent des nuisances à proximité des usages résidentiels ou sensibles. On veut favoriser l'implantation d'usages complémentaires à proximité du secteur central, par exemple des bureaux. On veut mettre en place des outils comme un PIA pour une intégration et une architecture de qualité. On veut encourager l'aménagement d'îlots végétalisés et de stationnement pour vélos. Au niveau de l'affectation industrielle, on vient permettre les industries, les bureaux administratifs, les pavillons d'accueil et d'interprétation et les services aux employés. On
On demande un coefficient d'emprise au sol d'au moins 25 %. On souhaite minimiser les impacts pour les usages sensibles. On demande de respecter une hauteur maximale de 30 mètres et maximum de 6 étages pour les parties administratives. On veut minimiser les impacts sur les percées visuelles vers les montérégiennes. On veut assurer une mise en place d'une architecture dynamique des côtés de la route 116 et 223, puis on veut permettre les utilités publiques. Donc, au niveau de l'approbation référendaire, le plan d'urbanisme, ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Maintenant, le deuxième projet de règlement qui est à l'ordre du jour de ce soir, c'est le projet de règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, vous avez à l'écran le plan de zonage actuel. On peut voir dans le coin sud du territoire les zones qui étaient prévues pour le tonne de la gare. Pour effectuer la concordance au schéma, on doit donc remplacer ces zones-là. Donc, on vient créer la zone IND1, la zone industrielle, en remplaçant les zones qui étaient là auparavant. Puis, comme dans le plan d'urbanisme, on agrandit la zone de conservation qui était adjacente pour se rendre jusqu'à la zone industrielle. Au niveau des grilles, des usages et des normes, on vient créer une grille pour la zone IND1. On vient aussi enlever les grilles pour les zones CONS 4, CONS 7, MXT6, R33 à R40. Au niveau de la zone IND1, on prévoit certaines normes, donc une hauteur minimale d'un étage ou de 5 mètres et une hauteur maximale de 5 étages ou 30 mètres pour les bâtiments. On demande des marges minimales de 15 mètres de tous les côtés et on autorise spécifiquement l'usage industrie d'assemblage et de production de pièces de véhicules électriques. En lien avec la création de la zone pour autoriser l'usage à la grille, on a dû séparer une classe d'usage industriel en 2 nouvelles classes. Parce que l'industrie d'assemblage et de production de pièces de véhicules électriques, elle n'entrait pas vraiment dans une classe qui était existante dans notre règlement. En ce moment, on a les classes IA à IE. L'industrie qui est visée, elle n'entrait pas tout à fait dans la classe IB, mais c'était aussi une industrie beaucoup moins nuisible que celle de la classe IC, qui implique vraiment des nuisances au niveau des odeurs, la poussière, du bruit, etc. Donc, on est venu séparer la classe IB en 2. Ici, je veux juste noter que IC à IE ne sont pas autorisés nulle part sur le territoire. Donc, quand je dis que ça a plein de nuisances, c'est pas autorisé ici, donc inquiétez-vous pas. Donc, IB2, on est venu reprendre tout ce qui était autorisé dans IB avant. Donc, ça reprend exactement les mêmes usages, exactement les mêmes conditions qui étaient prévues dans IB auparavant. Dans IB1, il y a une condition qui a été retirée par rapport à ce qui était prévu dans IB auparavant. Donc, c'était une condition qui portait sur l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses. Donc, l'industrie de production de pièces de véhicules électriques va faire partie de cette classe-là, IB1. Au niveau des dispositions qui sont relatives à la zone industrielle IND1, il y a des dispositions qui sont prévues au sujet des projets intégrés et de l'implantation. Donc, on vient obliger que les projets soient intégrés dans la zone industrielle. Les projets intégrés doivent comporter au moins 2 bâtiments principaux, des allées véhiculaires privées, des aires de stationnement. Il y a certaines superficies relatives aux bâtiments principaux. Il y a des définitions qui sont prévues. Au niveau de l'implantation des bâtiments, on demande un coefficient d'emprise au sol égal ou supérieur à 25 % de la superficie du terrain. On demande une distance de dégagement minimale de 5 mètres entre un bâtiment et une voie de circulation ou une allée d'accès ou une aire de stationnement. Les bâtiments qui comportent un usage de production industrielle doivent être situés à une distance d'au moins 120 mètres d'une zone de conservation. Donc ici, à l'exception des bureaux de recherche, les laboratoires, contrôle qualité, entretien. Donc ici, j'ai repris un extrait du plan de zonage. Donc, à partir de la zone de conservation ici, pour les usages de production industrielle, donc on demande une distance de 120 mètres. Donc, les premiers 120 mètres au bord, dans la zone IND1,
bien, ceux-là, ça pourrait être des bureaux, ou comme je l'ai mentionné, là, de la recherche, contrôle qualité, ce genre de choses-là. Donc, la production industrielle, on souhaite qu'elle soit un petit peu plus éloignée des zones de conservation et par la bande du secteur central aussi. Au niveau des bâtiments, des équipements et des usages accessoires dans la zone industrielle, on a prévu des normes relatives aux constructions, aux équipements et aux usages accessoires autorisés ou prohibés dans les marges et dans les cours. On a prévu des dispositions relatives aux aires de chargement, déchargement, manœuvres, manutention extérieure, gestion de déchets, entreposage extérieur. Il y a des normes sur les dépôts à neige, les ouvrages de rétention d'eau pluviale, autres procédés. On a prévu une obligation qui est un réseau d'allées piétonnes, trottoirs, pistes cyclables sur le terrain privé pour le cheminement des piétons et des cyclistes sur le site pour que ce soit sécuritaire. On a prévu des dispositions sur les appareils de climatisation, chauffage, sur les capteurs solaires et sur l'éclairage extérieur. Voilà. Il y a un annexe E qui a été ajouté au règlement. Cet annexe E-là, il contient des tableaux avec certaines normes qui visent les constructions accessoires qui sont autorisées dans les cours et les marges, au sujet des aires de stationnement, déchets, cheminement de piétons. Il y a le tableau 2 sur les équipements accessoires, comme les appareils de climatisation, chauffage, génératrices, clôtures, capteurs solaires, enseignes. Il y a aussi un dernier tableau sur les usages accessoires, comme l'entreposage extérieur, le remisage de véhicules. Donc, il y a des normes sur tous ces sujets-là qui ont été prévus dans le règlement. Toujours concernant la zone industrielle, au niveau de l'aménagement du terrain, on a prévu des dispositions sur les haies paysagères, clôtures, murets, murs de soutènement, les talus. On a inclus l'obligation d'aménager une bande tampon le long de chaque limite de terrain qui est visée par le projet, puis qui est adjacente à une zone commerciale, une zone de conservation, une zone mixte ou une zone résidentielle. Dans les bandes tampons, on prévoit des normes relatives à son entretien et sa permanence. On demande une profondeur minimale de 15 mètres, au moins un arbre par 20 mètres carrés et au moins 75 % de conifères parmi ces arbres-là dans la zone tampon. On prévoit aussi des dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain, la proportion de terrain qui doit être en espace naturel, la pente, l'écoulement des eaux, ce genre de choses-là. On vient aussi exclure la zone IND1 des normes d'affichage qui s'appliquent en bordure de la route 223 ou en bordure de la route 116. On vient prévoir des normes spécifiques pour la zone IND1. Au niveau de la structure, des enseignes, entretien, type d'enseigne, matériaux, éclairage. Pour l'ensemble du territoire, on est venu modifier les normes concernant les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier et aussi et autorisées sans certificat. Donc, on a déterminé une superficie maximale pour un usage industriel versus les autres usages. On a aussi ajouté des dispositions sur les enseignes directionnelles et les types d'enseignes autorisées sans certificat. Par rapport au stationnement dans la zone industrielle, on a reformulé des articles pour tenir compte du remplacement des zones R33 à R40 et MXT6 par la zone IND1. On a mentionné l'obligation de localiser les cases de stationnement sur le terrain visé par un projet industriel au sein de la zone IND1. On vient autoriser les stationnements étagés dans la zone industrielle et on ajoute des dispositions relatives à l'aménagement de ce type de stationnement-là, hauteur hors sol maximale, ouverture permanente, éclairage, aménagement de rampe d'accès, etc. On ajoute aussi la zone IND1 aux zones visées par des dispositions particulières au stationnement. Toujours par rapport au stationnement dans la zone industrielle, on ajoute un nombre minimal de cases de stationnement pour handicapés, de cases pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables et d'unités de stationnement pour vélos. On vient introduire des dispositions relatives à l'aménagement des cases pour les personnes handicapées, pour les véhicules électriques, hybrides rechargeables et pour les stationnements pour vélos. On ajoute des exigences relatives à la perméabilité du recouvrement et la gestion des eaux de ruissellement du stationnement.
On ajoute des exigences relatives au verdissement des aires de stationnement, l'aménagement d'îlots végétalisés, canopées qui couvrent au moins 40% des cases de stationnement. On vient spécifier les types de plantes qui sont autorisées. On a aussi ajouté des mesures d'apaisement de la circulation obligatoires pour les allées d'accès qui ont une longueur de 125 mètres et plus. Au niveau des dispositions de stationnement qui sont applicables à l'ensemble du territoire, donc pas juste à la zone industrielle, on a modifié les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation de stationnement. On a fait certaines modifications par rapport au garage en sous-sol. Donc, encore une fois, on a enlevé les zones qui n'existeront plus. On les a remplacées par la zone IND1. On a aussi ajouté certaines conditions par rapport au stationnement en sous-sol et souterrain. Donc, que l'aire de stationnement soit entièrement sous le niveau du sol naturel, qu'il n'y ait aucune partie de stationnement souterrain qui soit visible, qu'il n'y ait pas de remblai fait pour faire un stationnement souterrain. Et on a mis des dispositions par rapport à l'aménagement des rampes d'accès. On a aussi enlevé les exigences minimales au niveau du nombre de cases de stationnement pour l'usage IB1. Finalement, dans le zonage, on a fait divers ajustements au niveau de certaines définitions. On a modifié les sanctions applicables en cas d'infraction au règlement. On a interdit les bâtiments métalliques de forme mi-ovale pour tous les usages dans l'ensemble du territoire. On a modifié le délai maximal pour terminer le revêtement extérieur des bâtiments à 24 mois au lieu de 12 mois. On a mis l'exigence de planter ou de conserver un arbre à tous les 8 mètres linéaires dans la cour avant, au lieu de 10 mètres actuellement. On a aussi ajouté des dispositions qui indiquent que l'aménagement paysager doit être terminé dans les 6 mois suivant la fin des travaux, et c'est après chaque phase d'un projet intégré. Et on a remplacé le terme gazonné par paysager. Maintenant, il y a certaines dispositions du projet de règlement qui modifient le zonage qui vont être susceptibles d'approbation référendaire. Je vais commencer par présenter celles qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Donc, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les dispositions suivantes ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on parle des dispositions sur la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien des affiches et enseignes, la construction, l'installation, l'entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables, les dispositions qui concernent les sanctions applicables en cas d'infraction, les dispositions qui concernent les délais accordés pour terminer les travaux, la création de l'annexe E, l'ajustement et la correction à certaines règles d'interprétation ou à la rédaction, la construction, l'installation, le maintien, la modification ou l'entretien d'une affiche ou d'une enseigne, la construction, l'installation, l'entretien... Je suis en train de me répéter. On va passer à la suivante. Donc, il y a aussi des dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire parce qu'elles relèvent de la concordance au schéma. Donc, comme j'ai mentionné au début, le schéma de la MRC a été modifié. Il y a certaines choses qu'on doit changer dans le règlement parce qu'on doit être conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, les dispositions de concordance, il y a la création de la zone industrielle IND1, la création des classes IB1 et IB2, la distance minimale entre un usage de production industrielle et la zone de conservation, les dispositions qui visent à prévoir des emplacements optimaux pour assurer la gestion des matières résiduelles, les dispositions qui concernent le cheminement destiné aux piétons et aux cyclistes, les dispositions relatives aux aires de stationnement pour vélos, les dispositions sur les capteurs solaires concernant l'éclairage extérieur pour éviter l'éblouissement au-delà des limites de la zone, les dispositions relatives aux bandes tampons qui visent des mesures d'atténuation, les modifications de l'annexe A par l'ajout de la grille des usages et des normes de IND1 et l'abrogation des zones CONS 4, MXT6, R33, R35, R38 et R39 et la modification de l'annexe B qui est le plan de zonage pour la création de la zone IND1. Maintenant, les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, celles-ci vont pouvoir faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire.
Je vais énoncer certaines dispositions. Ensuite, je vais dire quelles zones sont concernées et contiguës. Parce que pour certaines dispositions, ça va être certaines zones. Pour certaines autres dispositions, ça va être d'autres zones. Donc, je vais y aller en fonction... on a regroupé les dispositions par... quand c'est les mêmes zones qui sont concernées et contiguës. Donc, il y a les dispositions qui sont relatives aux projets intégrés industriels, donc l'obligation d'implantation des projets intégrés et les dispositions applicables aux projets intégrés industriels, les dispositions non applicables aux projets intégrés industriels, le coefficient d'emprise au sol maximal, la distance minimale entre un bâtiment principal et une voie de circulation, une allée d'accès et une aire de stationnement, les dispositions relatives aux constructions, équipements et usages accessoires, certaines dispositions concernant les aires de gestion de déchets, certaines dispositions concernant les dépôts à neige, certaines dispositions concernant les ouvrages de rétention, les dispositions qui concernent les appareils de climatisation, thermopompes, équipements de chauffage, ventilation génératrice, les dispositions relatives aux terminus d'autobus ou navettes, les dispositions relatives aux constructions de prélèvement et de rejet d'eau, certaines dispositions qui concernent l'entreposage extérieur, la superficie, la hauteur, etc. Les dispositions relatives au remisage des véhicules utilitaires et de manutention, les dispositions relatives à toute autre construction et équipement accessoire. Les dispositions relatives aux réservoirs, silos, bonbonnes, les dispositions relatives aux murs de soutènement, les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, relatives aux pentes, niveau de sol, écoulement des eaux, relatives à la permanence et à l'entretien des aménagements et les dispositions sur la hauteur et les marges dans la zone IND1. Donc, pour l'ensemble de toutes ces dispositions-là, les zones concernées sont celles en vert à l'écran. Donc, on parle de CONS 4, CONS 5, CONS 6, CONS 7, P3, MXT6, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39 et R40. Les zones contiguës sont CONS 3, MXT5, P10, P13, P14, R1, R13, R20, R30 et R31. Donc, dans l'avis public qui va être publié au sujet de l'approbation référendaire, les zones vont être énumérées, les plans vont être illustrés, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur ce soir. Je vais me prendre un petit verre d'eau. Donc, il y a d'autres dispositions qui sont aussi susceptibles d'approbation référendaire. On parle des dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels. Donc, les projets intégrés résidentiels s'appliquaient à certaines zones. Là, on est venu enlever certaines zones qui n'existeront plus. Donc, les projets intégrés ne s'appliqueront plus pour ces zones-là. Donc, ça, c'est susceptible d'approbation référendaire. Les zones concernées et contiguës pour ces dispositions-là, les zones concernées sont les zones en vert, encore à l'écran. Donc, MXT6, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39 et R40. Puis les zones contiguës, CONS 4, CONS 5, CONS 6 et CONS 7. OK, le texte est là. Ensuite, au sujet de l'agrandissement de la zone CONS 5. Donc, la zone de conservation qu'on agrandit pour qu'elle se rende jusqu'à la zone industrielle. Cette disposition-là est aussi susceptible d'approbation référendaire. Dans ce cas-là, les zones concernées, c'est CONS 5, CONS 7, R34, R36, R37 et R40. Les zones contiguës, c'est CONS 3, CONS 4, CONS 6, MXT5, MXT6, P3, P13, R20, R33, R35 et R38. Ensuite, donc dans les grilles des usages et des normes, on vient enlever les grilles des zones qui n'existeront plus. Donc, dans ce cas-là, c'est les zones concernées CONS 7, R34, R36, R37 et R40. Puis, les zones contiguës sont CONS 4, CONS 5, CONS 6, MXT6, P3, P13, R33, R35 et R38. Ensuite,
Encore une fois, certaines zones qui n'existeront plus avaient l'obligation d'avoir des stationnements pour vélos. On vient abroger ces dispositions-là. Dans ce cas-ci, les zones concernées, c'est R34, R36, R37 et R40. Les zones contiguës, c'est CONS 4, CONS 5, CONS 6, CONS 7, MXT6, R35 et R38. Ça fait le tour des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Au niveau du processus maintenant, les dispositions du projet de règlement qui sont susceptibles d'approbation référendaire puis qui ont été mentionnées précédemment vont pouvoir faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire. Tout ça, ça se fait en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est une période pour déposer une demande d'approbation référendaire. Si on reçoit suffisamment de demandes, il y aura une période d'enregistrement. Puis encore une fois, s'il y a suffisamment de personnes qui signent à l'enregistrement, à ce moment-là, si le conseil le décide, il y aura un référendum. Donc, voilà. Pour être valide, une demande d'approbation référendaire, elle doit clairement indiquer la disposition qui est concernée. Donc, les dispositions que j'ai mentionnées précédemment, la demande, elle doit clairement mentionner à quelle disposition la personne s'oppose. Et elle doit mentionner la zone d'où elle provient. Donc, quand je mentionnais tantôt les zones concernées puis les zones contiguës, mais les gens doivent venir de ces zones-là pour signer une demande. Donc, ça doit mentionner que la personne habite dans telle zone, par exemple. La demande, elle doit être signée dans le cas où il y a plus que 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient par au moins 12 personnes, ou s'il y a moins que 21 personnes ou moins, au moins par la majorité d'entre elles. La demande doit aussi être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour qui suit après la publication de l'avis public qui annonce la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. Les personnes intéressées qui peuvent déposer une demande sont des personnes majeures et de citoyenneté canadienne qui ne sont pas frappées d'une incapacité de voter, ni frappées d'une telle incapacité résultant d'un jugement rendu en vertu de l'article 288 du Code civil et qui remplissent les 2 conditions suivantes le jour de l'adoption du second projet de règlement. Donc là, je rappelle, on a adopté le premier projet. On va bientôt adopter le second projet. Donc, le jour de l'adoption du second projet, la personne doit être domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande d'approbation référendaire depuis au moins 6 mois au Québec. Ou sinon, elle doit être depuis au moins 12 mois propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité et venir d'une zone d'où peut provenir une demande d'approbation. Il y a certaines conditions supplémentaires qui s'appliquent pour les propriétaires d'immeubles occupants d'établissements d'entreprise. Donc, ces dispositions-là, je vais passer rapidement, puisque c'est plutôt rare, mais bon. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Tantôt, j'ai dit que le conseil décide ou non d'aller en référendum. Si le conseil décide de ne pas aller en référendum, mais les règlements ne pourront pas entrer en vigueur. Voilà. Maintenant, on arrive au 3e projet de règlement. C'est celui qui modifie le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement sur les PIA, il s'applique à certaines zones du territoire, puis il vise certains projets spécifiques qui sont déterminés dans le règlement. Comme on l'a mentionné précédemment, il y a certaines zones qui n'existeront plus, qui sont remplacées par la zone IND1. Donc, le projet de règlement, il vise à enlever ces zones-là des zones d'application du PIA, puis il vise à inclure la nouvelle zone IND1. Le règlement sur les PIA, c'est un règlement qui permet au conseil municipal d'approuver un projet en s'assurant que celui-ci s'harmonise sur le territoire au niveau de l'implantation, de l'architecture, l'aménagement du terrain et du stationnement. Les objectifs et les critères d'évaluation sont préétablis, sont indiqués dans le règlement. Ça vise à assurer, dans le cas
de la zone industrielle. Ça vise à assurer l'insertion d'un projet intégré industriel dans son environnement immédiat et atteindre un niveau de qualité élevé du cadre bâti et des aménagements extérieurs. Au niveau des dispositions, des objectifs et des critères qui ont été prévus pour la zone industrielle IND1, les interventions qui vont être visées, c'est toute construction, toute reconstruction totale ou partielle, agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire. La mise en place ou la modification de l'aménagement paysager d'un projet intégré. Ce type d'intervention-là va être assujetti s'il est lié à la construction, la reconstruction d'un bâtiment principal ou accessoire ou un projet d'agrandissement. L'installation ou le remplacement d'un équipement d'éclairage, ça va être visé aussi, et l'installation ou la modification d'une enseigne. En général, les objectifs et les critères qui vont être applicables à la zone IND1 sont les suivants. On veut assurer la réalisation d'un projet qui contribue à l'image et au rayonnement de la zone industrielle de haute technologie, tout en conservant les perspectives visuelles vers les collines montérégiennes, en minimisant l'impact visuel depuis la route de 23. On vise une architecture contemporaine, actuelle et de qualité pour l'ensemble des bâtiments et visant des objectifs de développement durable par l'atteinte de certifications environnementales. On veut limiter la visibilité et les impacts causés par les aires de chargement-déchargement et les aires d'entreposage extérieures par la création de talus, de bandes tampons et d'aménagements paysagers denses et de qualité. On veut aussi favoriser la plantation d'arbres indigènes, un aménagement mettant en œuvre des principes de développement durable pour atténuer l'impact visuel des bâtiments et des bâtiments, des aménagements et des constructions depuis la voie publique. On veut prévoir un éclairage qui assure une bonne visibilité par les usagers sur le site, tout en restreignant l'éclairage extérieur pour éviter l'éblouissement hors site et la pollution lumineuse. On veut assurer l'insertion d'un projet intégré industriel à son environnement immédiat et atteindre un niveau de qualité élevé du cadre bâti des aménagements extérieurs. On veut prévoir un stationnement adapté et sécuritaire, favorisant les déplacements actifs, comportant une canopée élevée. La canopée, c'est l'ombre que les arbres apportent sur les stationnements. On veut des îlots végétalisés, aménagés. On veut prévoir une saine gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Tout ça dans le but de contribuer à la lutte aux îlots de chaleur. Puis, on veut assurer un affichage sobre et de qualité qui s'intègre au paysage. Le règlement sur les PIA n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Maintenant, on arrive au règlement de lotissement, au projet de règlement qui modifie le lotissement. Au niveau des objectifs et contenus de ce projet de règlement-là, bien, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois au cours de l'Assemblée, il y a certaines zones, R33, R40 et MXT6 qui n'existeront plus. Donc, on vient enlever les dispositions de lotissement qui s'appliquent à ces zones-là du règlement, puis on vient ajouter des dispositions qui vont s'appliquer à la zone industrielle IND1. Au niveau des dimensions minimales de l'eau pour la zone industrielle, on mentionne une superficie minimale de 2000 m², une largeur minimale de 25 mètres et une profondeur minimale de 50 mètres. Le règlement de lotissement n'est pas non plus susceptible d'approbation référendaire. On arrive au dernier projet de règlement qui est à l'ordre du jour de ce soir. Le règlement qui modifie le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc le PPC-MOI. Comme pour le lotissement, on vient enlever du territoire assujetti certaines zones qui ne vont plus exister. Donc, les zones CONS 4, CONS 7, R33, R40 puis MXT6. Puis, on vient ajouter dans le territoire assujetti la zone IND1. Le règlement sur les PPC-MOI, c'est un règlement qui permet au conseil municipal d'autoriser sur demande et à certaines conditions qu'un projet soit réalisé, même s'il déroge à certaines normes du règlement d'urbanisme, des règlements d'urbanisme. Les dispositions du projet de règlement qui modifie le règlement sur les PPC-MOI, ils ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Par contre, je voulais porter à votre attention que si il advenait qu'on reçoive un projet, une demande de PPC-MOI concernant la zone IND1, le projet en tant que tel qui va faire l'objet de la demande de PPC-MOI, lui, il va être soumis à l'approbation référendaire s'il déroge à certaines dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire.
On a déjà prévu de faire certains ajustements mineurs à nos projets de règlement parce que pour préparer ce merveilleux PowerPoint ce soir, on a relu super attentivement nos règlements, puis on a déjà vu qu'il y avait certaines petites erreurs mineures, des coquilles, donc il va y avoir certains petits ajustements qui vont être faits dans les règlements. Donc, je voulais le mentionner ce soir. Rien de majeur, là. Donc, des petites coquilles, des petites erreurs qui ont été oubliées, malheureusement. On arrive à la période de questions et de commentaires. Donc, pendant la période de questions et commentaires, les personnes qui désirent poser une question ou faire un commentaire doivent s'identifier avec leur nom, leur ville de résidence, le nom de leur district ou leur rue. Si la personne représente un organisme, on demande aussi de nommer cet organisme-là. Chaque personne qui est présente ce soir peut poser toutes les questions qui sont pertinentes en lien avec les projets de règlement qui font l'objet de l'Assemblée. Le temps alloué pour poser des questions ou des commentaires doit permettre à chacun de pouvoir poser ses questions. Donc, on vous demande de quand même être concis dans vos questions ou commentaires, ou sinon, bien, laissez d'autres personnes poser des questions puis revenir plus tard si vous en avez plusieurs. On rappelle aussi que les questions et les commentaires doivent être liés aux projets de règlement qui sont soumis à l'étude ce soir, donc qui faisaient l'objet de l'Assemblée de ce soir. Donc, ça doit être en lien avec les projets de règlement, avec l'approbation référendaire, tout ça. On ne va pas traiter, on ne pourra pas répondre à des questions concernant d'autres sujets qui ne sont pas liés à l'Assemblée de ce soir avec les projets de règlement. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Il y a beaucoup de travail derrière ça, donc bravo. Maintenant, pour les gens qui auraient des questions, je vous inviterai à vous avancer à l'avant au lutrin. Simplement activer le micro et encore une fois, je vous prie de vous présenter également. C'est pour la captation vidéo. Bonsoir, Lucie Lamontagne, 830 Bernard Pinot, McMasterville. Vous allez bien? Ça va très bien, merci vous-même. Merci. J'ai des surprises agréables. Je vois qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont été modifiées. C'est le fun, c'est génial. J'ai une question sincère. Vous savez comment j'aime ça, les questions niaiseuses. Il a été mentionné principalement des conifères. Pourquoi? Bien, je vais laisser Mme Tremblay compléter, mais essentiellement parce que ça permet un écran en toute saison. D'accord. Bien, en effet, dans le fond, les conifères, ce qu'on a mentionné tantôt, c'est pour les bandes tampons. Donc, les bandes tampons, ça va être les secteurs qui vont entourer le site ou qui vont entourer le dépôt à neige ou ce genre de trucs-là. Donc, on demande qu'il y ait des conifères pour que ce soit caché toute l'année. Donc, c'est pas sur l'ensemble du site qu'on demande 75 % de conifères, c'est vraiment dans les bandes tampons. OK. Je trouve quand même le ratio pas équilibré par rapport à l'environnement global. Je trouve que ça va créer un déséquilibre parce qu'on avait beaucoup plus de FEU, parce qu'on pense à la faune qui pourrait peut-être revenir. Puis je pense que ce serait peut-être... J'apprécierais qu'on revise. Puis si je regarde dans plus large au niveau du territoire, si ça crée un déséquilibre, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on retourne sur les cartes, s'il vous plaît, pour comprendre les zones où les gens pourraient intervenir au niveau de la voie référendaire, advenant que notre conseil nous le permette. J'aimerais ça comprendre mieux quels sont ces espaces, ces secteurs résidentiels-là les gens qui vont pouvoir participer au référendum, s'il vous plaît. Oui, si je peux revenir en arrière et apporter une petite précision sur les arbres. On a aussi certaines dispositions qui prévoient de privilégier, de conserver des arbres existants au lieu de couper des arbres pour planter des sapins. On privilégie de conserver ceux qui sont existants. Oui, puis peut-être axer sur les arbres, nos arbres, le caillé et le chêne bicolore. Ce serait le fun d'en voir arriver. On apprécierait beaucoup. Au sujet des zones, est-ce qu'il y avait... Est-ce que c'est ce plan-là que vous vouliez voir? Quelle zone résidentielle, dans quelle zone les gens pourraient participer au référendum? Bien, dans le fond, quand on parlait des dispositions qui sont vraiment reliées à la nouvelle zone industrielle, oui. Les zones qui sont concernées,
Ils sont surtout situés dans le secteur central, donc Oui. le vieux McMasterville. Oui, District 1 et 2, là. d'accord. Là-dedans, ben, tu sais, ici, on voit là, la petite ligne verte, là, Oui. c'est la piste cyclable Oui, qui oui, suit la voie ferrée. d'accord. Donc, ça va, ici, c'est le garage municipal. Oui, Ici, on a la rue Comtois. oui, Fait que, tu sais, dans le fond, ça va jusqu'à la rue Comtois ici. Tu sais, la zone qui est restée blanche, là, c'est l'église. oui, Ça, c'est le 300 Caron. oui. Donc, tu sais, c'est toutes les zones en rose, là. Tout ce qui est rose, les gens Ouais. vont pouvoir participer Ouais, au exactement. référendum. OK, Mhm. parfait, c'est beaucoup Ouais. plus clair. Ça, c'est moi. pour les dispositions qui portent vraiment sur l'affectation industrielle, parce que, Oui. comme je l'ai mentionné tantôt, mais il y a certains autres cas où est-ce que les secteurs, c'est plus petit, là, ceux qui peuvent se OK. prononcer dans certains cas. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, Madame Lamontagne. Votre question par rapport aux arbres est intéressante. On va réévaluer la proportion là, pour s'assurer qu'il y a quand même un équilibre intéressant au niveau de l'écosystème. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Catherine Almagro, j'habite à Autoburn Park. Moi, je voulais avoir une information concernant votre approbation du référendum. C'est basé sur quoi? Sur quelle loi qui justifie que c'est une section seulement qui a le droit de, dans le fond, signer puis demander un référendum? Bien, effectivement, tout ça est encadré d'un point de vue légal. C'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoit les dispositions, là, les différentes modalités d'approbation référendaire. OK, parce que, dans le fond, ce projet-là de Nordvolt, ça implique pas juste la ville de McMasterville. Je veux dire, les fonds publics, ça provient de tous les Canadiens. Fait qu'on restreint, dans le fond, la démocratie. C'est ça qu'on fait. On restreint la possibilité des citoyens, des contribuables, de dire oui ou non, de signer ça. Ben, moi, c'est en ça, fait, ce facteur-là. Vous avez différents leviers politiques là, auprès de d'autres niveaux de gouvernement pour faire entendre votre voix. Là. C'était fait à tous les Donc, niveaux. nous, du côté de McMasterville, le conseil municipal s'est positionné favorablement par rapport à ce projet-là. Donc, aujourd'hui, on fait un pas de plus là, pour adapter notre réglementation en conséquence. En tout cas, je trouve ça, c'est comme compartimenter un projet qui concerne le Canada en entier. C'est comme si on vous laissait la décision à vous, cette municipalité-là, de représenter l'ensemble des Canadiens. Vous me mettez beaucoup de pression, là. Non, mais je veux dire, c'est ça, dans le fond, parce que c'est 7,5 milliards qui provient des fonds de tous les contribuables canadiens. On pourrait avoir tout un débat là, sur le financement de ce projet-là, mais je pense que le conseil municipal, l'Assemblée publique de ce soir n'est pas le lieu pour discuter de ça. On est vraiment sur l'adoption de notre réglementation d'urbanisme. Ouais, en tout cas, c'est quand même au niveau politique. Vous êtes au niveau de la politique municipale, mais ça rejoint la politique provinciale et nationale. En tout cas, c'était mon commentaire. Vous êtes entendu? Bonsoir. Bonsoir, Robert Pelletier, district numéro 1. J'ai regardé le coefficient de sol minimum de 25 %. Est-ce suffisant? On ne pourrait pas augmenter ça un petit peu? C'est ma question. Votre observation est intéressante, M. Pelletier. On va examiner s'il est possible de réviser ce coefficient d'emprise au sol. J'imagine que votre intervention est dans le sens de l'augmenter. Très bien. Mon nom est Chantal Breton. Je suis de la ville de Belleuil. Je me permets quand même de venir ici ce soir parce que les impacts de Nordvolt, on va les subir nous autres aussi. Alors, je reste encore étonnée ce soir, Monsieur Dulac, que vous dites on est favorable à ce projet-là. Je pense que vous avez pu être favorable à ce projet l'année dernière, lorsque tout a commencé, mais avec les nouvelles informations qu'on entend dans les médias, avec les 5 décès qu'il y a eu en Suède à Nordvolt, avec tous les accidents qu'il y a en Suède aussi, par rapport aux émanations, aux produits toxiques contaminants,
sur les employés, mais aussi sur la population à l'extérieur. Je me questionne comment se fait-il que vous êtes encore favorable à ce projet. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, je me demande, dans vos objectifs de modification, vous avez bien expliqué tantôt les objectifs de modification. Pourquoi on a des objectifs de modification? J'étais estomaquée de voir comment ces objectifs-là, ils sont vraiment importants et ils visent des choses qui sont importantes pour la population. Mettons, éliminer les îlots de chaleur ou au niveau du paysagement. Le mot « harmonie » est revenu plusieurs fois. Puis là, je me dis, mais voyons donc, l'harmonie d'une industrie, d'une usine chimique qui s'en vient sur le bord d'une rivière, il n'y a pas d'harmonie à avoir. C'est là que je me questionne, mais je me dis, mais voyons, on vous a endormi avec des promesses. Est-ce que vous avez une question en lien spécifiquement avec les règlements ce soir? Bien, avec les règlements, c'est les objectifs de modification. Je me dis, bien là, on vise quelque chose de beau, mais je ne crois pas que ça peut être quelque chose de beau, cette industrie-là, dans ce quartier-ci, McMasterville et Saint-Basile. Je pense que vous allez détruire, c'est déjà détruit la biodiversité, mais le pire s'en vient. Alors, c'était ça que je voulais parler. L'harmonie, ça me questionne énormément, et votre attitude d'appuyer encore avec toutes les informations que nous avons, ça fait dur. Alors, bien, vous êtes entendu, Madame Breton. Écoutez, on n'est pas obligé de s'entendre à savoir si c'est un projet qui sera favorable ou pas. Moi, je le crois. Vous avez le droit de penser que ça ne le sera pas. Maintenant, je fais confiance aux institutions qui sont en place et elles sont très nombreuses, que ce soit le ministère de l'Environnement, Pêche et Océans, le ministère de la Sécurité publique, la CNESST. Bref, il y a plusieurs institutions gouvernementales qui vont encadrer ce projet-là. Donc, nous, on souhaite que, oui, ça soit un projet qui s'harmonise avec la communauté, puis il y a une réflexion urbanistique aussi derrière ça. Donc, nous étions favorables il y a 1 an. On entend ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Comme je l'ai déjà mentionné, on a confiance que Northvolt va nous faire un projet qui va être exemplaire. Cette confiance-là n'est pas aveugle. Comme toute entreprise, je pense qu'il faut encadrer les activités. Puis, on compte sur le gouvernement du Québec et toutes les instances pour s'assurer que ça se passe bien avec le projet de Northvolt. Bonsoir. Bonsoir, Joëlle Birbier-Dufour, Chemin du Richelieu. J'ai 3 petites questions. En fait, la première, c'est qu'avec la carte qu'on a vue des secteurs éligibles pour le référendum, nous, on est en blanc. Et je voulais savoir pourquoi, parce qu'on est très près, là. Il y a la carte, tout ce qui est mauve autour, puis on est en blanc. Ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de participer. Et pourquoi? Je suis, juste en blanc, là. Jardin Richellois. Oui, pas contigu. Mais dans le fond, ce que la loi mentionne, c'est que les zones concernées, c'est celles où il y a une modification. Donc, ça, c'est les zones en vert. Oui. Puis les zones contiguës, celles qui sont en rose-mauve, mais c'est celles qui touchent les zones en vert. Puis celle du haut aussi. À la piste ça touche à la piste cyclable. Ah, OK. Fait que je comprends mieux. Je comprends mieux, merci. La deuxième question, c'est en fait pour le règlement là, qui est proposé. Est-ce que vous avez eu une consultation avec la DSP, là, la santé publique, parce que en 2024, là, entre autres, la DSP à Montréal avait sorti un rapport qui recommandait là, que dès qu'il y avait une zone industrielle qui était ajoutée dans Montréal, et j'imagine Grand Montréal, là, qu'il y ait la DSP qui soit impliquée ou un professionnel de la santé. Je voulais savoir si ça avait été fait dans le sens de 120 mètres avec la zone de conservation. Il y a le CPE aussi, il y a la RPA. Est-ce que ça a été fait?
Oui, on a des discussions avec les gens de la santé publique. M. Gagnon, je vous expliquerai peut-être, je laisserai expliquer où on en est avec cette On instance. doit recevoir un rapport au mois d'octobre. Merci, pardon. On doit recevoir un rapport au mois d'octobre. Ceci dit, le 120 mètres, il donne exactement 500 mètres, donc un demi-kilomètre des CPE puis des Richelloises. Donc, la stratégie qui a été prise, ce n'est pas une stratégie qui a été développée, celle-là, avec la santé publique. C'est une décision que le Conseil avait prise dès le départ, puis je sais que tu as participé souvent, vous avez participé souvent à toutes nos activités. Dès le départ, on avait annoncé nos couleurs que la première partie du terrain ne serait pas utilisable à des fins industrielles et ça donne un demi-kilomètre de la ligne des CPE, puis grosso modo, peut-être un petit peu plus de la RPA. là. Puis, est-ce que ce rapport-là de la DSP, on va pouvoir avoir accès en octobre? Quand ça va être disponible, oui. OK. Ma dernière question, on a parlé du PPC-moi. Est-ce que vous avez des exemples de PPC-moi qui se sont faits dans d'autres villes ou ça peut ressembler à quoi? Parce que c'est très vague. Oui, bien, en fait, on en a fait seulement un à McMasterville. C'est tout récent qu'on a adopté un règlement nous permettant là, de faire des projets particuliers là, de construction, de modification d'un immeuble. Puis ça concerne le 134 de l'école. Il n'est toujours pas construit. Donc, il y a un terrain vacant actuellement à cet endroit-là. C'est le seul PPC-moi là, qui a eu lieu à McMasterville à ce moment-ci. OK. Puis, c'est sûr que ma dernière demande reste la même, là, vous le savez, là, par rapport à l'accessibilité là, au niveau de la gare. Si on veut avoir un développement actif, là, puis que les gens utilisent le transport en commun, là, ça reste une demande que j'aimerais faire. Merci. Bien, vous êtes entendu là-dessus, puis c'est dans les cartons de la municipalité. Là, on parle là, de réfection du tunnel là, pour favoriser la mobilité active. On avait eu des prix préliminaires, là, puis on parlait il y a quelques années là, de 2 à 3 millions de dollars pour faire une réfection du tunnel. Je rappelle que le budget de la municipalité, c'est 13 millions. Donc, on est pris dans ces contraintes-là au niveau financier, mais c'est dans nos objectifs, là, éventuellement, de faire ce type de réfection-là. D'accord, merci. Bonjour, Bonsoir. moi c'est Jacinthe Villeneuve, chemin du Richelieu à McMasterville. Alors, dans un premier temps, je me présente en tant que citoyenne. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas l'ensemble du vieux McMasterville qui peut demander un référendum. Pourquoi il y a des zones en blanc? Ça, je le comprends tout simplement pas. C'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoit les modalités permettant l'approbation référendaire. Donc, c'est les zones contiguës à la zone qui est l'objet d'une modification réglementaire. Où les gens ont le droit de demander un référendum. Mais là, j'ai pas le plan, là, mais tu sais, je comprends pas, là, parce qu'il y a des zones qui sont comme plus proches du futur terrain. On va prendre le temps de l'expliquer. Ici, là, il y a une zone, vous la voyez pas tant que ça, c'est la piste cyclable. Oui, oui. Puis là, vous la voyez bien en vert. Les secteurs qui sont directement touchés, qui touchent directement la zone en vert, pardon, sont considérés comme des zones contiguës à la modification. Là, je ne montrerai pas plus haut. À titre d'exemple, vous voyez bien, celui-là, il est isolé de R41. Ben, ça, c'est le parc, probablement. Ben, eux, s'il y avait eu des résidences là, n'auraient pas le droit. Parce qu'ils touchent à celle-là qui, lui, touche à celle-là. Donc, c'est ça qui fait que... OK, puis comme la zone que je vois, R36, là, où il y a plein de... les zones de condos, eux, pourquoi ils ne sont pas soumis? C'est R16. Le chiffre n'est pas clair. Oui. Pourquoi lui, il n'est pas soumis? Parce qu'il ne touche pas à la piste cyclable, il ne touche pas à cette zone-là. Tu vois, vous voyez, il touche à cette zone-là ici, qui, elle, touche là. Ici, regardez, la zone, elle se termine ici. Là, je pense que c'est grand, mais vous voyez, la zone ici, elle s'en va là comme ça, puis elle s'en vient jusqu'ici, puis elle arrête là. Dans le fond, le territoire, il est divisé en zones. Les zones, c'est les lignes noires plus foncées, les lignes plus épaisses. Parce que les impacts sur la zone R16 ou R29 ou P3 ou tout ça, ça va être
les mêmes impacts que sur quelqu'un qui est dans la zone, je ne sais pas, centrale, là, R8. Mais on ne peut pas décider d'être fin et de permettre à tout le monde de voter. On ne peut pas. Il n'est pas prévu qu'on tienne un référendum sur la modification de zonage. Là. OK. Bon. Ben, c'est dommage. OK. Ensuite, vous avez parlé de la zone IB1. Est-ce qu'on peut revenir sur cette diapositive-là, s'il vous plaît? Ça, c'est IB2. OK. IB1. Il ne faut aucune source de fumée, aucune poussière ou cendre de fumée, aucune odeur, aucun gaz perceptible aux limites du lot, aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux et autres procédés industriels et perceptibles aux limites du lot. Vous êtes sûr qu'il n'y aura aucune fumée, aucune poussière, aucune cendre de fumée, aucune odeur, aucun gaz. Ça va être l'obligation de l'entreprise de se conformer à ce règlement-là. Puis selon les constats qu'on a faits lors de notre visite en Suède, c'était le cas. Donc, OK. Parce que si on fait des recherches, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, là. OK. Bon. D'accord. OK. Bon, maintenant, je change de chapeau. Alors ici, j'ai une motion citoyenne qui a été signée par près de 100 personnes. Je vous la lis. Monsieur le maire, faisant suite à l'avis de l'Assemblée publique sur les projets de règlement portant les numéros 388-11-2024, 382-33-2024, 381-13-2024, 383-11-2024, 441-01-2024, nous informons de ce qui suit. Le comité Action citoyenne Projet Nordvolt est un groupe de citoyens ayant pour objectif la tenue d'une étude du BAP, Bureau d'audience publique en environnement, sur le projet d'usine Nordvolt, ci-après le CAC. Le CAC représente entre autres les McMaster-Villois et les McMaster-Villoises qui sont préoccupés par l'absence de transparence autour du processus d'autorisation environnementale visant le projet Nordvolt. Après avoir pris connaissance des projets de règlement mentionnés ci-devant, le CAC exprime son désaccord avec les modifications proposées pour les motifs qui suivent. Il n'existe toujours pas d'études sur les réels enjeux et impacts sociaux, économiques et environnementaux que le projet Nordvolt est susceptible de provoquer. L'entreprise Nordvolt fait preuve de manque de transparence, et ce, malgré plusieurs tentatives légitimes des citoyens d'avoir accès à l'information, notamment sur les émissions environnementales. En effet, ni le conseil municipal, ni le comité d'urbanisme, ni l'administration municipale de la ville de McMasterville n'ont été ni dûment, ni correctement, ni suffisamment informés. Les autorités des divers niveaux semblent prioriser le secret industriel, ce qui les empêche de pouvoir informer et rassurer les citoyennes et les citoyens de McMasterville. Or, le droit à l'environnement sain fait partie des droits et libertés fondamentaux. Les activités industrielles de Nordvolt, d'Amérique du Nord, produiront de multiples sources de pollution atmosphérique, terrestre et aquatique, scientifiquement reconnues, mais en grande partie non encadrées. Également, le gouvernement a déjà modifié certaines réglementations en matière d'émissions environnementales afin d'accommoder des entreprises industrielles, et ce, malgré les avis d'experts en défaveur de ces modifications. Cet état des choses est source de préoccupation dans la population. Le gouvernement a également fait des modifications aux règles d'assujettissement à un processus du BAP afin de favoriser les entreprises de la filière batterie. Les activités industrielles de Nordvolt d'Amérique du Nord comportent des risques pour la santé
scientifiquement connu, mais encore sans cadre normatif, scientifiquement expliqué et validé sur le territoire québécois et canadien, et ici donc non exigé pour la presque totalité des produits connus et inconnus qui seront utilisés dans l'une ou l'autre des 3 phases de production de Nordvolt. Nordvolt d'Amérique du Nord, division de Nordvolt AB, en partenariat avec l'entreprise numéro 9500-9551. Il a été déclaré publiquement que l'entreprise Nordvolt d'Amérique du Nord retarderait de 12 à 18 mois la construction de son usine à McMasterville et à Saint-Basile-le-Grand. L'entreprise Nordvolt ainsi que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs refusent encore à la population québécoise et canadienne de tenir une étude du BAP pour l'ensemble du projet. Or, les citoyens continuent à entreprendre des démarches afin d'exiger le respect de leurs droits à l'environnement sain, incluant la tenue de la dite étude. Dans un autre ordre d'idées, il existe un risque réel de faire face à une poursuite judiciaire éventuelle pour avoir créé des attentes légitimes auprès de l'entreprise Nordvolt. Ainsi, la décision précipitée de modifier les règlements municipaux pourrait exposer la ville de McMasterville et ses citoyens à des risques monétaires et réputationnels en lien avec la dite poursuite. En effet, si le projet Nordvolt n'aboutit pas en raison de sa contestation par la population, Nordvolt pourrait potentiellement poursuivre la ville pour des attentes légitimes non réalisées. Il est donc prudent d'attendre l'évolution de la situation sans statuer en faveur de Nordvolt afin de protéger les citoyens de la ville de McMasterville. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir surseoir à l'adoption de l'ensemble des changements réglementaires prévus au projet mentionné ci-devant, et ce, pour la période de 18 mois. Espérant compter sur votre écoute, votre compréhension et votre collaboration, nous prions d'agréer, Monsieur le maire, nos salutations distinguées. Nathalie Desrochers, Émilie Tremblay, Louis-Alexis Laperle, Jacinthe Villeneuve, Joël Bérubé-Dufour, Sandra Lomoglio, Thomas Bosque, Michel Corriveau, Esther Vien. C'est tous des citoyens de McMasterville que je vous nomme. Je vais en prendre connaissance et je pourrais prendre connaissance de l'ensemble des personnes qui ont pris le temps de le signer. D'accord. On a 30 signataires de McMasterville et 67 de villes environnantes. Soyez certaine que vous êtes entendus. Je connais votre position face au projet. J'ai eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous ai invité à plusieurs reprises à venir prendre un café, puis vous avez toujours daigné répondre à mon invitation. Mais bref, je vais prendre connaissance du document. Y a-t-il d'autres questions? D'accord, moi. Quels seraient des éléments, selon la connaissance que vous avez du dossier actuellement, parce que vous conversez avec les gens de Nordvolt, vous conversez avec les gens du ministère, quels seraient, histoire de rassurer, pour qu'on sache, il va y avoir un cadre, il y a des normes à ne pas dépasser, des normes pour les normes ici, là, au niveau du bâtiment, des règlements, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait amener notre municipalité, notre conseil municipal, la direction, à intervenir directement auprès de l'entreprise? Ça a l'air de nous comme quelqu'un, mais dans ma tête, c'est comme, il faudrait qu'il arrive quoi avant, pendant, puis après, pour que vous ayez un poids d'intervention pour votre population. Parce que là, je comprends le ministériel, je comprends la rigueur des cadres, je comprends les besoins de rajustement, tout ça, mais moi, dans le concret du quotidien, le conseil municipal, il peut faire quoi de concret pour son monde? Mais soyez assurée, Madame Lamontagne, que chaque décision que prend le conseil municipal est dans l'intérêt de la collectivité de McMasterville. Oui. Peut-être que vous ne partagez pas cette position-là.
C'est pas dans mais ce on le fait dans cet esprit-là. Oui, mais c'est pas ça la question. Le sens de la question, c'est faudrait qu'il arrive quoi? Tu sais, une compagnie qui... Bon, ils promettent Mère et Monde à tout le monde. Là. Ils ont promis Mère et Monde ailleurs, ils pourraient promettre Mère et Monde ici. Ils ont une business à vouloir faire rouler. On signe d'expérience depuis des générations que le monde industriel tasse des choses. On a vécu des incidents ici. Il y a un historique de... Il voulait faire les choses en bonne et due forme. Il est arrivé des choses. C'est de la chimie de haut niveau. Moi, j'ai vu 15 nouveaux produits qui ont passé. C'était comme... OK, là, on n'est plus dans le coffre. Là, on est dans les émanations gazeuses qui ne sont pas filtrables. Advenant, il y a un tuyau qui pète. On parle de chaleur. Il y a des fours de cuisson qui vont être dans l'usine. Puis, je vous avais parlé du lot de chaleur, puis moi, je vois une incohérence de dire la température de cuisson des pâtes, s'ils font du tout solide, ça monte. Fait que, puis la surveillance va se faire comment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait recevoir en amont de dire, regardez, pour la municipalité, là, nous, nos créneaux de surveillance, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a besoin de rassurance. Le ministère ne nous répondra pas. Pour ces choses-là, ils ne nous répondront pas. L'entreprise ne nous répondra pas. J'ai passé l'été. Vous le savez, j'ai rencontré Philippe Michaud. J'ai eu du vide. J'ai une grosse liste d'épiceries. J'ai pas de réponse encore. On m'a dit que j'aurais certaines réponses par rapport à la loi d'accès à l'information. Ça tarde. Le 20 jours est dépassé. Et l'entreprise m'a toujours... Puis je suis sincère, puis vous le savez, là. Je veux comprendre. Et si je tombe encore dans un vide, j'ai l'ouverture d'esprit, je me suis déplacée. On nous a promis de nous rencontrer, de me recontacter pour qu'on se rencontre pendant l'été, pour qu'on ait des discussions franches. Je vois des points qui... Non, moi, il y a encore des grosses coquilles de... Je ne suis pas plus rassurée. Oui, il y a un encadrement, mais c'est un encadrement de plumes. Mettons ça comme ça. Moi, j'aimerais avoir un encadrement plus solide et identifiable pour la plus grande majorité de votre population, s'il vous plaît. Bon. La première des choses, là, je ne crois pas qu'il y a de parallèle à faire entre l'industrie qui s'en vient chez nous, puisqu'on a connu dans le passé où on fabriquait des explosifs. Mm-hmm. Okay? On parle de technologies qui sont complètement différentes, de domaines qui sont différents. Maintenant, il y a au Québec des centaines d'entreprises qui travaillent quotidiennement avec toutes sortes de produits. Puis ça se passe bien. Parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a des encadrements. Puis on s'attend à la même chose de la part de Northvolt. Du côté municipal, bien écoutez, on va travailler, c'est certain, au niveau de plans de mesures d'urgence, au niveau de la sécurité civile, avec notre régie d'incendie. Mais au-delà de ça, ça relève de la compétence du gouvernement du Québec via le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique. Il y a une limite à ce qu'une ville peut faire avec ses ressources, puis avec son champ de compétences aussi, là. Donc ça, il faut bien le comprendre, là. C'est pas nous là, qui va aller prendre des échantillons d'eau dans la rivière. Là. Ça relève du gouvernement du Québec de faire ce travail-là. Là. OK. Fait qu'on va devoir continuer à rester dans une zone grise, ce qu'on appelle de plus en plus le flou artistique. Bien, écoutez, moi, j'aimerais ça être en mesure de vous convaincre de faire confiance à nos institutions. Moi, j'ai cette confiance-là, mais pour différentes raisons. Vous pouvez ne pas l'avoir, mais le système, de façon généralisée, il fonctionne au Québec. C'est pas vrai qu'on laisse les entreprises faire n'importe quoi. C'est pas vrai qu'il arrive des accidents industriels à tous les jours ou à toutes les années au Québec. Il en est arrivé dans le passé. Je le sais, là, mais on est dans les années 70, là, puis j'ose espérer que les choses ont évolué, là. Mais regardez autour de vous,
regardez dans un rayon de 5 km de McMasterville et posez-vous des questions. Il y en a des industries là, alentours. Là. Oui. J'espère que vous avez les mêmes préoccupations que vous avez pour Northvolt. Oui. Bon. Ben, Elles sont très larges, puis j'ai rencontré 2 personnes de la santé publique chez moi mardi. Puis malheureusement, tous 2 m'ont confirmé que dans le coin de Saint-Jean, là, des déversements au quotidien, il y en a au quotidien. Personne ne fait rien. Moi, ça m'a pas rassurée. Alors, je pense que quand 2 personnes de la santé publique me disent ouvertement, Madame Lamontagne, vous savez, à hauteur de Saint-Jean, là, les déversements industriels étranges où l'eau change de couleur, il y en a tous les jours. Alors, je veux bien qu'il y ait un cadre ministériel. Les inspecteurs sont insuffisants. Vous le savez. Le flou, la zone grise entourée de plumes d'oiseaux, elle est trop large. C'est pas à vous de me convaincre, Monsieur le maire, mais je m'attends, oui, à ce que nos élus je comprends. veuillent mettre en avant, regardez, là, on travaille avec l'entreprise, il y a telle chose qu'on leur a demandé, telle chose qu'on leur a demandé. Dites-nous de quoi vous avez discuté avec eux pour améliorer les conditions pour que nous, on soit au courant. Ben, On écoutez, vous la demande, on vous demande la transparence aussi loin que vous pouvez la porter. mais ça, je pense que je l'ai dit sur plusieurs tribunes, là, puis évidemment, on exige que Northvolt se conforme à nos normes environnementales. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Ils se sont engagés à le faire. Ça, c'est une chose. Maintenant, on leur a dit, s'il y a des normes environnementales qui sont plus élevées en Subed qu'ici, on veut que vous gardiez les normes les plus élevées. Oui. Ils ont dit, parfait, on va garder les normes plus élevées. Parfait. Donc, écoutez, au-delà de ça, là, je ne sais pas quoi vous dire là, Ben, pour... Sortez-nous un beau petit pamphlet. Voici ce dont, dans la limite de ce que vous pouvez partager, publiez quelque chose dans votre municipalité en disant, regardez, depuis le début des discussions qu'on a avec l'entreprise, il a été parlé de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Nous avons demandé ça, 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 en fonction que parce qu'on veut avoir ça, 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 puis ça. C'est beau, le plan. Mais pour la majorité des gens, moi y compris, il y a des bouts qui m'échappent. On peut savoir quelque chose de simple? Puis la liste d'épiceries, moi j'en ai une. Vous autres aussi, vous en avez une parce que vous voulez faire attention à votre ville. On n'en doute même pas. Personne ici, personne dans la ville de McMasterville ne doute que vous voulez faire attention à la municipalité, à ses citoyens et à son environnement. Puis vous êtes pris à la même place que toute la population du Québec et du Canada dans le manque de transparence qui ne vient pas de vous autres. Vous en subissez les conséquences, on le voit. Mais je vous l'ai demandé d'une autre façon. Ce soir, je réinsiste. Publiez, vous autres, voici ce que nous, on fait pour vous. Ça va amener beaucoup plus de calme et de compréhension, puis ça va mettre des ponts plus solides. Parce qu'on va peut-être réussir à se comprendre sur plus de points. Ça a l'air nono, juste les crayers, puis les chaînes bicolores, de faire attention au ratio, de rééquilibre de ce qui a été défait. C'est hyper important pour 22 espèces. Puis ces 22 espèces-là font partie de l'ensemble de l'écosystème. Fait que c'est tout... J'ai pris bonne note, Madame Lamontagne. S'il y a une façon de mieux communiquer avec notre population, on va le faire. Là. Ce serait apprécié. Je pense que depuis la dernière année, on s'est efforcé à le faire comme il faut. Tout le monde Je me suis engagé à la plus grande transparence depuis le 28 septembre dernier. Puis je pense qu'on a répondu là, à notre engagement là-dessus. Là. Tant que vous pouviez, avec les informations que vous aviez, oui, à n'en pas douter. La donne change rapidement. On a besoin de s'ajuster. C'est bon. Merci. On s'est éloigné un peu de l'objet des règlements.
J'ai pris le temps pour vous, Madame Lamontagne. Maintenant, y a-t-il d'autres questions en lien avec les projets de règlement? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pourrions conclure en vous remerciant d'avoir été présent ce soir. Puis je vous rappelle que suite aux différents commentaires qui ont été émis, il y aura fort possiblement des ajustements en lien avec les questions qui ont été posées. Et donc, le projet de règlement fera l'objet d'un dépôt là, lors d'une prochaine séance du conseil municipal pour adoption. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes.